Salut les chimistes, aujourd'hui on continue les révisions de cinétique macroscopique avec un exercice dans lequel on va voir une réaction qui met en jeu deux réactifs, donc ça va permettre de revoir ce que c'est que la dégénérescence de l'ordre, c'est-à-dire le travail d'un large excès en large excès d'un réactif par rapport à l'autre, et également la méthode des mélanges stoichiométriques. Dans les deux cas, l'idée c'est de se ramener à une loi de vitesse analogue à celle qu'on a pour une réaction qui ne prend en compte qu'un seul réactif. N'oubliez pas au passage de vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche si vous voulez être notifié quand il y a des nouveaux exos, des bouts de cours, etc. Parce qu'il va y en avoir encore un petit paquet. Allez, on s'y met, go. Alors voilà l'énoncé, bien évidemment comme d'habitude, hein, vous pouvez le retrouver dans le descriptif lié à la vidéo. Et je rabâche, mais je vous conseille toujours de chercher d'abord l'exercice et puis ensuite de regarder la correction, sinon concrètement vous allez peut-être comprendre mais vous ne saurez pas refaire. Et pourtant, c'est bien ce qu'on attend de vous. Alors, on a l'équation de réaction ici. Bon, je vous laisse lire le détail. On a deux expériences avec des concentrations. Et on mesure le rapport concentration en mercure 2 sur mercure initial en fonction du temps. La question, c'est de déterminer les ordres P et Q ainsi que la valeur de la constante K, puisqu'on suppose un ordre P par rapport au fer2, un ordre Q par rapport à G2+. Donc évidemment, ça veut dire qu'on présuppose qu'on a une loi de vitesse qui peut s'écrire avec des ordres partiels, ça veut dire sous la forme V égale une constante de vitesse fois concentration fer2 à la puissance P fois concentration en mercure 2 à la puissance Q. Voilà, donc évidemment, le truc c'est que si la vitesse, par ailleurs, je rappelle sa définition, je peux la définir par rapport aux dérivés des concentrations des réactifs ou des produits. Donc si je le fais par rapport aux réactifs, ça va donner moins 1,5 de la dérivée de Fe2+, par rapport à T. Ou encore, je peux également l'écrire de la même manière pour le mercure, moins 1,5 de la dérivée en mercure 2 par rapport à T. Et vous voyez, le truc c'est que si j'égalise les deux expressions, j'ai une équation différentielle, mais à cause du fait que j'ai un produit de deux variables ici, on ne va pas savoir intégrer. Donc l'astuce c'est quoi? C'est de se ramener à une loi de vitesse qui ne dépend que de la concentration d'un seul réactif, et c'est ce qu'on va faire dans chacune des expériences. Donc allons voir les conditions de l'expérience 1. En fait, dans l'expérience 1, on voit qu'on a des concentrations initiales qui sont rigoureusement égales en fer2 et mercure 2. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tableau d'avancement. Voilà, donc mon tableau, il va ressembler à ça, avec un instant t égale 0 où j'aurai des concentrations que je vais noter C0. Donc ici, ce que je note C0, du coup, c'est bien la concentration qui est donnée dans l'énoncé, en voyant bien que les concentrations initiales sont les mêmes, encore une fois. Et donc, je commence sans produit. Maintenant, à un instant t quelconque, je vais noter xi, l'avancement volumique. Donc, je vais avoir ici C0 moins 2xi et C0 moins 2xi. Et de ce côté-là, je vais avoir formé xi mol de Hg2+, et 2 xi mol de fer2. Donc, ce que nous montre ce tableau d'avancement, c'est très simple, c'est qu'à tout instant, en fait, la stoichiométrie, si vous voulez, enfin le fait que le mélange est stoichiométrique, c'est conservé. Donc autrement dit, on voit que Fe2+, c'est la même concentration que Hg2+. Et donc ma loi de vitesse se simplifie, puisque je peux remplacer Hg2+, par Fe2+, je vais avoir K fois concentration en fer2 à la puissance P plus Q. Et donc là, on se ramène à une loi de vitesse où il y a la concentration d'un seul réactif qui intervient. Donc je peux écrire l'équation différentielle sans problème. Ça donnerait D2Fe2+ sur dt. Du coup, plus, on va l'écrire comme ça, 2K fois Fe2+ à la puissance P plus Q. Et donc ça, on est habitué à l'étudier, puisque c'est la même chose que ce que vous avez dans le cours quand vous avez une réaction du type A-B. Bon, une fois qu'on a fait ça, il faut réussir simplement à ouvrir le bon tiroir du cours. Donc on a 4 méthodes pour la détermination de l'ordre qu'on utilise souvent. Méthode différentielle, méthode intégrale, méthode des vitesses initiales, méthode des temps de demi-réaction. Donc là, il faut voir laquelle est la plus adaptée. Bon, en pratique, la méthode différentielle sur aussi peu de points, vous n'avez pas trop la faire. Donc c'est plus quelque chose qu'on va garder pour les TP et les TIPE, mais quoique, ça va dépendre. Méthode des vitesses initiales, on ne vous donne pas les vitesses initiales ici, donc c'est clairement pas ce qui est attendu. Donc là, on a le choix entre méthode intégrale et méthode des temps de demi-réaction. Alors, allons voir notre tableau. Bon, dans le tableau, on voit qu'on a 4 points globalement.
Et donc on pourrait effectivement faire un tracé pour un ordre 0, 1 ou 2, et puis essayer de trouver l'ordre avec une méthode intégrale. La méthode intégrale, elle a l'avantage d'être précise, mais elle a l'inconvénient de faire une hypothèse sur l'ordre. Par contre, si on veut aller plus vite, il faut quand même jeter un œil au temps de demi-réaction parce que on va gagner du temps, en fait. Donc regardez bien, je vais faire un zoom là. Hop là, pardon, je me suis planté comme ça. Non plus, désolé. Voilà, comme ça. Ok, alors, mais ce qu'on doit voir, c'est que au bout de 1 minute, on a la quantité qui a été divisée par 2. Ok. Ensuite, si je repars de ces 0,50, enfin 50% de la quantité initiale, pour rediviser par 2, je vois que ça prend 2 minutes. Ok. Donc j'ai 1 minute ici et 2 minutes quand je pars d'une concentration initiale 2 fois plus faible. D'accord. Donc ce qu'on remarque, c'est que quand je divise la concentration initiale par 2, je multiplie le temps de demi-réaction par 2. Autrement dit, le temps de demi-réaction, il est inversement proportionnel à la concentration initiale. Et donc ça, c'est caractéristique d'une cinétique d'ordre 2. Alors si vous êtes assez aguerri en cinétique, normalement vous le voyez tout de suite. Maintenant, s'il y a besoin de le redémontrer, je comprendrai, et vous pouvez me le demander dans la description. Éventuellement, je pourrai refaire une vidéo où je détaillerai la méthode intégrale et comment on retrouve rapidement les temps de demi-réaction. Bon, quoi qu'il en soit, nous on va... donc expérience 1, ici, on observe que T1,5 est inversement proportionnel à la concentration initiale, donc on va le noter C0, et donc on en déduit que l'ordre, donc ici c'est l'ordre global, c'est P plus Q, est égal à 2. Au passage, ici, mon équation différentielle, je l'écris avec le fer2, mais comme fer2 et mercure 2, c'est la même chose, j'aurais pu écrire exactement la même équation avec le mercure 2, ce qui aurait été plus pertinent, disons en termes de clarté, au vu des données qui sont là. Voilà, bon ça c'est une première chose. Donc déjà, on trouve que l'ordre P plus Q est égal à 2. Maintenant, je vous propose de passer à la deuxième expérience, et donc regarder les conditions de la deuxième expérience. En fait, on a une concentration initiale en fer 2 qui a 0,10 mol par litre et une concentration initiale en mercure 2 qui a 0,0010 mol par litre, soit 100 fois plus faible. Donc là, très clairement, on est en train de mettre en place, hop là, c'est comme ça, une dégénérescence de l'ordre. Donc dans l'expérience 2, on observe que la concentration initiale en fer 2 est égale à 100 fois la concentration initiale en mercure 2. D'accord? Ça veut dire que au cours du temps, au cours de la réaction, la concentration en fer 2, finalement, elle sera toujours environ égale à la concentration initiale, parce que les variations sont très faibles devant la quantité initiale. Donc dans ce cas, ce qu'on fait, c'est qu'on pose une constante de vitesse apparente qui va contenir tout ce qui ne varie pas, c'est-à-dire la constante de vitesse plus la concentration en fer 2 à la puissance P. Donc là, on fait ce qu'on appelle la méthode de la dégénérescence de l'ordre. Dégénérescence de l'ordre. Et donc on se ramène à une loi de vitesse, V égale K apparent fois la concentration en mercure 2 à la puissance Q. Voilà, et puis une fois qu'on a dit ça, il va falloir étudier le tableau, qui est en haut là, pour trouver la valeur de Q. Alors on peut voir avec les temps de demi-réaction, là il n'y a rien d'évident qui apparaît. Je vois qu'au bout d'1 minute, je suis déjà passé en dessous de 50%, donc ça m'a pas l'air top. Donc là, clairement, on va utiliser la méthode intégrale, et donc il va falloir tester. On peut tester ordre 0, 1 ou 2. Donc ordre 0, j'aurai une concentration qui est linéaire avec le temps, donc on voit tout de suite normalement, si on a l'œil, que c'est pas un ordre 0. Donc il faudrait tester l'ordre 1 et 2, et j'ai fait les tests pour vous, donc je vais vous montrer ce que j'obtiens quand je fais le tracé du logarithme népérien du mercure 2 sur mercure 0 en fonction de t. Donc là, clairement, on va faire une méthode intégrale
méthode intégrale avec une hypothèse d'ordre 1. Alors je vous montre ce que j'ai obtenu. Et voilà, donc on fait le tracé de ln de c sur c0 en fonction du temps. Et donc là, on voit que la régression linéaire est plutôt de bonne qualité. Elle passe bien par les 4 points qui nous sont donnés. Et on a un coefficient de corrélation dont le carré vaut 0,99986. Donc c'est plutôt un bon coefficient de corrélation. On peut dire que la loi est a priori vérifiée. On pourrait donc même procéder par identification. Mais voilà, ce n'est pas l'objet ici. Donc ici, on peut dire qu'on valide l'ordre Q égale 1. D'accord? Donc ça, c'est un premier point. Or, on avait P plus Q qui est égal à 2. Donc on a également P égale 1. Ah, et si en fait on va identifier parce qu'on nous demande la valeur de la constante de vitesse. Donc là, clairement, alors il faut écrire la loi cinétique. Donc si on intègre l'équation différentielle, en fait, j'aurais dû le faire avant d'ailleurs, hein, c'est pas très bien de ma part. Quand j'ai dit qu'on allait faire l'hypothèse d'ordre 1, j'aurais dû vous donner ce qu'on obtient. Donc on doit obtenir ln de hg2 sur hg2 initial qui va être égal à moins 2 k apparent fois t. Voilà, donc normalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier la pente, d'accord, avec cette valeur-là. Tac. Et puis, logiquement, on ne doit pas avoir d'ordonnée à origine, donc c'est normal que pour cette valeur-là, on trouve quelque chose d'assez faible. OK? Donc on y va par identification. Alors, il faut que je me méfie des unités. Hein. Donc là, je fais une rédaction un peu courte pour la régression linéaire, mais peu importe. On a au final k apparent qui vaut la valeur de la pente, donc ici c'est moins 0,97455 sur 2. Et ça va être, comme on a mis des minutes, ça va donner quelque chose en minute moins 1. Donc 0,487 minutes moins 1, mais ce qu'on cherche, nous, c'est K. On peut dire que or, K, en fait, c'est K apparent sur la concentration fer2 initiale. Ce qui nous fait, c'était 0,10 mol par litre, donc ça nous fait 4,87 litres mol moins 1 minute moins 1. Ou encore 8,12 litres mol moins 1 seconde moins 1. Et voilà les chimistes, j'espère que ce petit exo ça vous a aidé à réviser. N'oubliez pas de pousser vers le haut si ça vous aide. Et puis s'il y a des questions, des choses pas claires, mettez un petit mot, une petite question dans les commentaires. Peut-être que par moment ça va un peu vite ou pas assez. N'hésitez pas à me le dire. Moi je peux ajuster, je peux détailler plus ou détailler moins si ces exos vous semblent triviaux. Il n'y a pas de problème. Voilà, allez, je vous souhaite de bonnes révisions. Salut!